invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Pitous est avec nous, Senior Advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Gérald Grant nous accompagne, associé, directeur délégué en charge de l'allocation et de la sélection de fonds de Fundesis. Bonsoir Gérald. Bonsoir Grégoire. Et Louis Defels avec nous, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Je voulais qu'on reprenne un peu la séquence depuis le 2 avril, jour de Libération. On a un dollar en baisse, on a des trésoreries en baisse et pas des moindres puisqu'on parle vraiment de la partie longue de la courbe, 10 ans, 30 ans. Les taux ont donc beaucoup monté depuis le 2 avril aux États-Unis. Le dollar également qui est particulièrement sous pression. Alors j'ai appris à l'occasion de cette crise des tarifs que le terme japonais qui caractérise la baisse conjointe de la devise, d'un indice action national et du marché obligataire, c'est le triple Yazoo. Et c'est triple Yazoo. Yazoo, pardon. Dans le milieu des années 90, quand à un moment le Japon a atteint plus de 40% je crois des indices mondiaux dans la partie action, et dans les années 90, Alain, je me tourne vers vous, il y a eu une petite crise au Japon et donc il y avait des séquences où le yen baissait, le Nikkei baissait et les obligations d'État japonaises baissaient également, et c'était donc le triple Yazoo, signe du déclin du Japon par rapport au reste du monde. La presse financière japonaise a réutilisé ce terme la semaine dernière pour caractériser ce qu'on observait sur les actifs américains depuis le 2 avril. Est-ce qu'on est simplement dans une phase de deleveraging des actifs américains un peu forcé après 2 ans d'exceptionnalisme incroyable et de détention maximale des actifs américains, ou est-ce qu'il y a un changement de paradigme peut-être un peu plus profond qui conduirait à un changement de régime ou en tout cas une perception différente des investisseurs globaux pour ces actifs américains? Il y a un gros pari avec effectivement soit c'est une simple réallocation dans un moment qui arrive après une bulle sur pas mal de valeurs, pas mal de secteurs, une surévaluation probablement sur pas mal de segments. Ça, c'est la première lecture et on peut dire que on reste dans un trend haussier. On vient taper le bas du trend, parfois un petit peu en dessous, etc. Bon, c'est pas très grave, c'est déjà arrivé, je ne sais combien de fois. J'ai un peu peur quand même. Donc ça, si on devait faire une proba, c'est une chance sur 2. Et je pense qu'on est plutôt sur cette proba-là à 20-30%. Et il y a une proba qui est quand même un peu plus négative et un peu plus forte, je pense, qui est que Donald Trump à juste titre, veut rééquilibrer ses balances externes, balance des paiements et balance commerciale. On peut le comprendre et c'est fondé. Et ça va plus loin parce qu'on évoque également une refonte monétaire, on évoque des réallocations de préoccupations américaines qui seraient quand même complètement différentes du cycle qu'on a connu jusque maintenant. Et ça nous entraîne vers quelque chose qui est assez incertain parce qu'en fait, on se retrouve avec une perte de confiance dans le dollar et une perte de confiance dans la devise américaine. Alors, il y a toutes les raisons économiques autour de ça, mais en termes de gestion et de gestion pure, pour un allocataire international, et je pense qu'on a autour de la table qui seront probablement plus affairés que moi sur ce thème, le socle, le point de départ, c'est le T-bonds et le dollar. Et c'est une grande partie des allocations, une grande partie quand on veut revenir sur quelque chose sans risque, et normalement dans une crise, on le voyait tout le temps, c'était le dollar qui revenait un petit peu, qui était l'actif recherché. Et là, on n'a pas eu ça. Donc, je pense qu'il y a un doute qui s'est insinué auprès des investisseurs internationaux. Et ça, si c'est précurseur d'un changement de paradigme monétaire, il va falloir qu'on se réorganise. C'est que le début, quoi. Si on est dans cette probabilité-là, c'est ça. C'est que le début et c'est un long chemin. Voilà, c'est un long chemin. Et le problème, c'est que toutes les crises de liquidité ont été résolues par une entente des banques centrales, tirée par la Fed, qui vient aider les autres. C'est quand même comme ça que ça s'est passé. Là, on va remonter dans mon passé historique. Mais en fait, les gros mouvements, c'est la Fed revient. Et là, on pourrait imaginer que Trump dirait, écoutez, pourquoi on viendrait aider la banque X, la banque Y à gérer leurs problèmes de liquidité. Donc, tout le monde revient sur qu'est-ce qui se passe si on est tout seul pour régler nos problèmes de liquidité. Et ça, c'est quand même un élément assez gênant. Et juste pour finir, c'est... Et c'est le problème de ce qu'a fait Trump, c'est qu'il a ouvert la boîte de Pandore des spirales.
Et les spirales, ça ne s'arrête pas comme ça. Et il a créé une spirale sur la dette américaine. Quand on regarde, on n'en parle pas parce qu'il y a eu beaucoup de bordel par ailleurs, donc on avait d'autres préoccupations. Mais le high yield s'est bien écarté également. Oui, une centaine de points de base. Voilà, c'est ça. Et alors, on est assez loin des chocs historiques qu'on a pu connaître dans le passé, mais c'est quand même un indicateur. Et ça, si ça génère un problème sur les banques régionales qui ne sont pas flambantes, on pourrait également avoir un problème sur le crédit immobilier. Enfin, bon, on est quand même sur le fil du regard. Et un changement de pied, comme on l'a vu encore il y a quelques heures sur une série de tarifs, etc., en l'occurrence des produits électroniques. C'est important. C'est pas ça qui coupe court à la défiance des investisseurs. C'est pas ça le coupe-circuit. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'esprit des investisseurs, on a créé un trouble. Dans l'esprit des entreprises, on a créé un trouble, et ça ne va pas s'arrêter tout de suite. C'est-à-dire que je pense que l'idée de rapatrier des actifs aux États-Unis pour une entreprise, si vous ne savez pas comment vous allez construire votre usine, vous ne savez pas quel est le taux que vous allez avoir, vous ne savez pas quels sont les salariés que vous allez avoir, vous ne savez pas quelle fiscalité vous allez avoir, parce qu'on pourrait imaginer, j'ai vu des républicains qui disaient oui, on ne va pas favoriser les entreprises internationales à venir s'installer chez nous avec les mêmes niveaux d'impôts, donc on va les surtaxer. Donc on est sur une incertitude majeure, donc ça ne va pas s'arrêter en 5 minutes. Bon, à mon petit niveau, je le redis depuis... non, mais je le répète depuis plusieurs jours, mais Gérald... Je lis, j'entends des choses venant de directeurs d'investissement américains, de grandes sociétés d'investissement américains que, je n'ai jamais lu et que je ne pensais pas lire un jour. C'était le stratégiste de Fundstrat il y a quelques jours, sans doute le 9 avril, 14 heures après la mise en place des tarifs de Liberation Day et au moment de leur suspension, qui explique face caméra que, il s'est trompé sur Trump et que Trump est en train de casser des covenants clés du capitalisme. C'est-à-dire, c'est quand même pas des trucs légers, quoi. Non, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alain a tout à fait raison. Moi, j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière, puisque avant que nous commencions cette émission, nous avons parlé de populisme, et on se demande bien pourquoi. Ouais. Un élément quand même. Tout ça est parti, effectivement, d'un Donald Trump qui explique que, finalement, l'Amérique vit 70 ans de commerce international à son insu, et qu'elle est... le dindon de la farce. Le dindon de la farce. Bon, moi je veux bien. Je regarde le PIB par habitant aujourd'hui, 80 000 $ plus ou moins aux États-Unis, une quarantaine de milliers de dollars en Europe et entre 15 et 20 en Chine. Déjà à ce niveau-là, je ne sais pas qui est le dindon de la farce. Ensuite, on a vu quand même à quel point les États-Unis ont développé leur modèle économique et leurs produits à travers le monde. Donc là aussi, dindon de la farce, je ne suis pas certain. Donc en revanche, il y a quelque chose qui est vrai et dont les économistes parlent depuis très longtemps, c'est une espèce de dichotomie qui se met en place au sein même de l'économie américaine entre la frange la plus aisée et la frange la moins riche. Et ce découplage, effectivement, entre ces deux gros pôles, finalement, est le vrai terreau sur lequel Donald Trump peut s'appuyer, et ce n'est pas cette espèce je dirais de vol imaginaire sur le commerce mondial qui est la vraie raison, mais probablement effectivement cet écart qui se crée, et aujourd'hui cette désindustrialisation américaine que l'on voit depuis des années et des années, effectivement elle ne va pas se résorber en essayant de réimplanter des usines on en rigolait entre d'assemblage d'iPhone. On en rigolait entre nous, mais c'est ce que nous vend Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, il y a encore quelques jours. Et on a un peu de mal à y croire. Donc clairement, la réponse, elle n'est pas là. Ouais. En revanche, on assiste clairement à un duel fort entre États-Unis et Chine, c'est évident. Et quand on regarde un peu la théorie des jeux, quand on est en théorie des jeux et qu'on a un adversaire un peu plus agressif, celui qui gagne, en général, c'est celui qui a la capacité de résistance la plus forte. Et quand on regarde le passé, quand on regarde ce qui s'est passé en Chine il y a quelques 30 ans, 40 ans, à Tiananmen, quand on voit ce qui s'est passé pendant le Covid, j'ai l'impression que la Chine a quand même un degré de résistance à la douleur qui est quand même assez fort, que Donald Trump a voulu nous montrer un petit peu au début de la baisse des marchés actions en disant mais non, mais c'est pas grave, no pain, no gain, donc on laisse faire. Quand le marché obligataire s'en mêle et que les Chinois balancent du papier américain, là, on commence à se poser des questions. Que les Américains qui ont voté Donald Trump soient peu exposés en action et donc ils s'en fichent un petit peu, soit. Quand les grands patrons qui ont financé Trump et Tim Cook qui peut-être passe un coup de fil en disant « Dis donc, t'as d'autres territoires pour moi ?» Là, on peut se poser la question. Puis même pour un ménage, monsieur et madame Smith, bien sûr, aux États-Unis. Il y a son 401K. Ouais, il y a le 401K qui est un 60-40. Et puis, il y a le taux de mortgage qui est repassé à plus de 7%. Exactement. Ça, je veux dire, c'est pas au bénéfice de Main Street, puisque tout l'argumentaire est de dire, nous, on fait les choses pour Main Street et Wall Street, on s'en fiche. Bon.
Il y a dans Wall Street des choses aussi qui sont importantes. C'est ça. Donc la question, c'est de voir un peu ce rapport de force. Est-ce qu'il y en a un qui va craquer avant l'autre, en fait? Et pour vous, la main forte, elle est où? Côté chinois? Pour le moment, j'ai l'impression que la Chine tient quand même un petit peu la main, et notamment avec ce qu'on a vu la semaine dernière, ce fameux triple Yuza, où moi je retiens effectivement... Yazoo, pardon. Yazoo, je l'ai découvert il y a une semaine. Donc le triple Yazoo, c'était en chinois. Voilà. Le triple Yazoo, où effectivement la tension, comme on le disait en début d'émission, de 60 points de base en une semaine sur le 10 ans américain, c'est quand même faramineux. Ça, c'est un problème. Comment on rétablit un peu de confiance, là, encore une fois, ces allers-retours sur les tarifs? Alors, ça génère beaucoup d'incertitudes, mais en même temps, on voit bien qu'il y a un sens qui semble clair depuis le 2 avril et les tarifs dits réciproques pour l'ensemble de la planète. C'est plutôt l'idée d'une désescalade, Louis. De toute façon, il n'y a pas le choix d'avoir la désescalade, parce que le problème, c'est qu'on arrive, tout ce que fait Trump, à un moment, on est arrivé à la fin de l'exceptionnalisme américain. Là, ce que fait le président Trump, c'est juste accélérer la récession qui allait arriver. Clairement, depuis 2014, on a souvent parlé, les États-Unis ont été le moteur de la croissance mondiale avec les déficits. C'était quasiment le seul endroit unique au monde où il fallait être. Je vous rappelle, plus de 2 années consécutives avec des pertes de plus de 20% sur le S&P. Et comme nous dit Jean-Pierre Petit, après 2 années consécutives à plus de 20%, si ça continue positif, c'est une bulle. Donc voilà, ça tombe bien. Donc là, aujourd'hui, rappelez-vous, novembre-décembre, c'était le bout, il fallait acheter le dollar, il fallait acheter les US. Donc nous, chez Exec Gestion, on a été un petit peu prudent, peut-être trop rapidement, peut-être d'ici la fin de l'année. Et c'est vrai que là, pour le moment, tout ce qui arrive, ça va juste accélérer. Et on l'avait vu, ce qui était assez intéressant, c'était de regarder les taux au début, quand on avait commencé à voir les problématiques de Trump. On s'est dit, les États-Unis vont entrer en récession. Et on a vu un taux, comme on a dit tout à l'heure, qui est passé de 4,40 à 3,85 furtivement. Et là, il est remonté quasiment à 4,50. Et là, ce qui se passe, donc bien évidemment, quand la dette américaine est arrivée aussi tôt, comme par hasard, il est en train de faire marche arrière. Donc là, c'est une cacophonie totale. Il est en train de faire marche arrière, mais il va y avoir les publications du premier trimestre qui vont arriver. Et les discours vont être catastrophiques, parce que là, tous les derniers indicateurs macroéconomiques qu'on a vu depuis le début de l'année, avant les tarifs, avant le Liberation Day, que ce soit les retail sales, étaient en fort ralentissement. Il y avait des interrogations avant ça, oui, bien sûr. Et même la semaine dernière, quand on voit, c'est un sentiment de marché forcément qui est compliqué, l'indice du Michigan, on est récessionniste. Pour l'instant, les data hard dures sont en train de tenir, mais vous allez voir, elles vont s'effondrer dans les prochains temps. Donc là, les taux ont clairement remonté, c'est plutôt sur la problématique stagflationniste. Mais qu'est-ce qui suit la stagflation, donc remonter des taux quand on ralentit, c'est la récession. Donc aujourd'hui, des taux qui ont remonté aussi violemment, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments techniques, on en a parlé, mais en tout cas, nous, on est en train de racheter de la duration à fond d'un portefeuille, on rachète énormément. Il y a des points d'entrée sur le marché obligataire américain, là à 4,50, je pense que la prochaine fois qu'on se verra, dans 2-3 mois, quand on verra les indicateurs économiques s'effondrer, on se dira, mais c'est trop con, on aurait dû mettre all-in dessus. Donc voilà, clairement, aujourd'hui, je pense que c'est la première fois depuis très très longtemps l'arbitrage action-obligation et clairement l'avantage en ce moment sur l'obligataire américain. Je parle pour des États-Unis, parce que ce qui est affreux, c'est que le marché américain, finalement, ok, les 7 magnifiques ont beaucoup baissé, mais là, je crois que le marché a remonté, il était quasiment à moins 17, moins 18. Il y a eu le fameux rebond historique, je crois que la 2e ou 3e plus forte. On a réduit par 2 les pertes depuis le 1er janvier, c'est ça? Oui, mais sauf qu'on n'est plus qu'à moins 9. Et sachant que les taux ont remonté. Donc la prime de risque, elle n'a pas bougé. La prime de risque, elle n'a pas du tout bougé. Donc les marchés sont toujours aussi chers. Donc pour le moment, c'est très dangereux. Donc nous, le marché américain, il reste fragile, là. Il reste compliqué à investir. Extrêmement fragile. Profitons de ces rebonds. Vous savez, là, pour nous, on est complètement dans un bear market rally. Sauf que normalement, un bear market rally, c'est 4-5 semaines. Là, il a été fait en 10 jours. Tout va plus Donc vite. voilà, en quelques jours, là, ça va tellement vite. C'est extrêmement compliqué pour nous de nous réajuster. Mais là, clairement, on est passé d'un sentiment où avant, on achetait les baisses parce que voilà, il y avait un put Fed ou un put Trump. Et là, le problème, c'est qu'il n'y en a plus aucun des deux. Trump, il n'y a plus du tout de put Trump. Et le put Fed, vendredi dernier, la Fed est arrivée et elle n'a rien fait. Le problème, c'est que comme on va arriver dans les prochaines semaines, on va avoir des chiffres inflationnistes très forts parce que ça y est, pour la première fois, ça va arriver. C'est vrai que jeudi dernier, chez CPI qui était plutôt rassurant. Chiffre du mois de mars. Voilà, chiffre du mois de mars. Mais là, le problème, c'est du mois d'avril, ça va booster. Toutes les anticipations d'inflation sont très fortes. Donc là, la Fed est complètement coincée. Donc normalement, moi, si c'était la Fed, le problème, c'est que là, elle va regarder les chiffres d'inflation, elle va rien faire.
elle va rien faire, alors qu'au contraire, normalement, elle devrait commencer à baisser les taux. Et vous allez voir, elle va attendre, comme d'habitude, que les chiffres de l'emploi, souvent ce qui est le plus important, baissent fortement. Et elle va arriver, elle va être lagging comme d'habitude. Et ça sera trop tard. Mais en cas de récession, dans l'idée que le marché se mettrait à vraiment pricer la récession, oui, acheter de la duration américaine, c'est un bon, ça reste le playbook. Bah, complètement. Non, mais c'est ma question, parce que ça veut dire des déficits qui vont filer s'il y a récession. Bah oui, mais des déficits partant de 6%, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu la différence par rapport au taux allemand. C'est clairement, on a vu que le taux allemand sur une semaine, on en parlait tout à l'heure, n'a pas bougé sur une semaine, alors que les taux US ont remonté. Donc, autre solution, là, on était focus sur les États-Unis. On peut toujours acheter le Bund qui, lui, va redevenir un peu le safe haven. Et voilà, après, il y a d'autres pays comme l'Italie aussi, que l'on aime bien, où le spread est déjà bien écarté. On peut acheter aussi du Bund ou de la dette italienne. Pour la réserve fédérale américaine, où effectivement, ça devient compliqué, un peu, beaucoup. Déjà, il y a eu, alors un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a eu sur une ou deux séances beaucoup de discussions de marché sur est-ce qu'il ne faut pas que la Fed se mette à intervenir sur le marché obligataire pour stabiliser une situation avec des questions de liquidité, de risque systémique bien sûr, de hedge fund qui pourraient sauter, de volatilité beaucoup trop importante, etc. Ces questions-là, elles arrivent rarement dans un environnement, j'allais dire, indolore. Je pense que le dernier rempart dans l'ambiance actuelle, c'est la Fed. Donc il faut être très clair là-dessus. Tant que la Fed a un discours posé, parce que vendredi, ils ont quand même dit on interviendra en cas de problème, on sera là, c'était pas tout à fait le quand on leur demande si la planète finance explose, qu'est-ce que vous faites, ils disent on interviendra, quoi. Enfin, il y a un peu de ça, quoi. Ouais, enfin, ils n'étaient pas obligés, ils auraient pu dire un truc un peu moins. Enfin bon, ils s'engagent quand même. C'est normal. Christine Lagarde dit aussi s'il y a un risque pour la stabilité financière, en tant que banque centrale, on est là pour intervenir. Il le rappelle. Oui, c'est un rappel. Ça fait 10 centimes sur les taux longs aujourd'hui, donc bon, c'est quand même appréciable. Après, quand la situation va devenir un peu complexe sur le plan économique, quand on va avoir un peu plus d'inflation, un petit ralentissement qui va s'avérer, parce que là aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est les 6 mois de stockage qu'ont fait toutes les entreprises. Tout le monde a stock dans tous les sens. Les 45 tonnes d'iPhone qui ça exporte à qui mieux. C'est normal, enfin, je veux dire, on peut le comprendre. Donc, mais ça, quand ça va s'arrêter d'un seul coup, ça va faire très bizarre dans les stats. Et notre ami Trump, il va partir en toupie en disant Powell, il faut que tu baisses les taux. Et je pense que le pire qu'il pourrait faire, c'est de nommer son successeur aujourd'hui. C'est-à-dire de dire, Powell, tu restes en poste, on met un successeur... Shadow Governor. Et on le fait parler à chaque fois que ça, Powell c'était l'idée de Bessène, ça. Voilà, mais attention, ces trucs-là, ça commence par un petit truc, oh non, c'est pas possible. Puis là, maintenant, tout devient possible. Donc ça, la Fed, effectivement, est assez coincée par rapport à tout ça, parce qu'il y a, effectivement, il faut peut-être baisser les taux, mais vu les niveaux de refinancement, moi, j'ai quand même un gros doute sur la capacité d'absorption des marchés en ce moment, des montants qui vont arriver, sachant qu'ils n'ont strictement rien réussi à faire sur les économies, ce qui est normal. Enfin, il a fait quoi, 50 milliards sur c'est le chiffre que j'entends à chaque fois, on me dit 50 milliards. Je crois qu'il n'y a aucun reporting précis de comme en France, ça. On vous dit qu'on va fermer 3 agences. Enfin, bon, oui, c'est bien, enfin, c'est triste pour les gens qui sont dedans, mais ça ne change pas grand-chose dans la tendance. Donc, ça, c'est quand même extrêmement complexe. Donc, et je pense que pour beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour se protéger du cirque ambiant ? Le dollar, il y a beaucoup d'oscillations. Qu'est-ce qu'il y a comme actif en face ? Effectivement, un peu l'euro. Je pense que l'euro a une bonne tête de candidat. C'était un actif risqué pendant très longtemps. Et ça pourrait devenir un actif un peu plus stable. La livre, non. Le franc suisse, oui, il y a quand même une limite. L'or, il y a quand même une limite aussi, puis il a quand même déjà bien monté. Après, on a vu que le Bitcoin baissait beaucoup moins par rapport à d'habitude. Quand d'habitude, il est très corrélé, là, il était un peu moins. Donc bon, mais la masse est peut-être pas suffisante. Donc il va y avoir quand même beaucoup de... je pense que pour les allocataires, la situation est quand même extrêmement complexe. Et, on vous écoute. Gérald Grand, il y a des actifs qui changent. Un actif clé comme les treasuries, là, ça paraît tellement impossible d'imaginer que ce soit plus l'actif aussi sans risque qu'il a été. C'est devenu un pays émergent, les États-Unis. Quand on voit les taux qui s'envolent et la devise qui baisse, c'est ce que je disais aussi la semaine dernière, généralement c'est un schéma, une peine qui est réservée à des pays émergents, et encore les pays émergents qu'on appelait les pays fragiles. C'est-à-dire que là, c'est une peine, alors sur quelques séances, qui est réservée aux États-Unis. Mais les treasuries ont un statut qui peut être différent demain, là, dans une... Les treasuries, encore une fois, ils ont été mis à mal aussi par des histoires de flux. Là, c'est notamment la semaine dernière, mais clairement, on en a parlé, un indicateur aussi de défiance
vis-à-vis de l'économie américaine en général, parce qu'il n'y a pas uniquement les Chinois qui ont dû vendre, parce que les Chinois, alors c'est difficile de savoir combien ils détiennent, mais certaines statistiques disent que c'est environ 700 milliards de la dette américaine, d'autres disent que c'est peut-être 1200, parce qu'en fait il y a des custodians, des dépositeurs ailleurs, etc. Donc c'est compliqué de savoir. Mais même, moi ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont quand même beaucoup réduit leur détention. 700 milliards, c'est les chiffres du Trésor américain de janvier, c'est la détention de trésoreries par les Chinois au plus bas depuis 2011. Exactement. Et que surtout, ils ont sans doute réduit la duration aussi de leur portefeuille. C'est-à-dire qu'ils ont plus, au-delà de 10 ans, ils ont plus de... Et le petit calcul que je mettais la semaine dernière sur les réseaux, c'est, selon JP Morgan, il faut, à chaque fois que les détenteurs étrangers vendent 300 milliards sur du 5 ans américain, ça fait monter le 5 ans américain d'environ 30 points de base. Le 5 ans américain a pris 30 points de base à peu près la semaine dernière. Il faudrait que la Chine, il faudrait que les détenteurs étrangers orchestrés par la Chine aient vendu 300 milliards pour faire bouger le 5 ans de 30 BP. Après, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que beaucoup, ce que je veux dire. Certes, il y a le 10 ans américain qui bouge, et probablement pas que la Chine, mais ils l'ont bien fait, les Chinois, avec d'autres banques centrales non alignées États-Unis, d'acheter de l'or. Le mouvement peut être le même, mais cette fois plus ciblé sur les États-Unis qui leur cassent les pieds, pour rester poli, en ce moment, et l'utiliser comme levier aussi de négociation. Et après, évidemment, il y a la devise chinoise qui peut être un autre levier, mais là, on joue un peu avec le feu côté chinois, avec la devise, parce que certes, ça peut aider pour compenser un peu des droits de douane, etc. Ça a aussi un revers. Mais il y a un revers. Donc, je ne sais pas 140%. jusqu'à quel point. Alors certes, ils ont fixé un niveau, je crois que c'est autour de 7,20 là récemment, qui est un des plus bas niveaux depuis longtemps, mais jusqu'à quel point ils peuvent jouer avec la devise, ça, faut faire attention. Mais le 10 ans américain en tant que tel, moi, je trouve mes petits camarades, enfin surtout Louis, finalement, assez optimistes sur le 10 ans américain. C'est plus à moyen long terme. Clairement, à court terme, ça peut encore continuer de monter. Il y a les problèmes des adjudications. Alors, on est d'accord. JP Morgan disait aussi qu'ils ont dû vendre pas mal d'obligations pour faire face à des rachats de leurs clients, les particuliers, qui ont des appels de marge, ou même qui avaient peut-être un peu de cash. Besoin de liquidité. Donc tout ça, ça arrive au pire d'un moment. Donc voilà, clairement, aujourd'hui, le marché est plutôt en mode stagflation, comme on a dit. Donc là, c'est la poussée. Bon, on a fait 3,85, 4,50, c'est quand même énorme, une rapidité énorme. Donc voilà, nous ce qu'on dit, c'est que ça peut encore continuer à court terme, mais quand le marché va se mettre en mode les datas sont pas bonnes, etc. Si la prochaine séquence, c'est une séquence où on se fait peur avec la récession. Là, ça remontait. Pourquoi ? Parce que le président Trump est revenu en arrière et dit OK, donc là, de nouveau, on dit plus de récession, ça remonte. Mais là, je parle dans un deuxième temps qu'on va se redire on va revenir en arrière, on va revenir en C'est l'idée que le risque de récession, il est pas enterré là. Mais non, c'est Goldman Sachs, ils ont fait volte-face deux fois. Et voilà, à un moment, on pressait jusqu'à 5 baisses des taux, on n'est plus qu'à 4. Donc voilà, quand on va se remettre en mode, finalement, la récession est là, vous allez voir, le taux de 10 ans US va chuter. Oui, c'est possible, effectivement. C'est possible que ça soit un jeu à moyen terme. Maintenant, pareil sur le Bund à 2,50 et de se dire, bon, finalement, il peut baisser. Alors peut-être que la réflexion est la même à moyen terme, mais c'est vrai que vu les engagements pris par l'Allemagne, qui a quand même une marge de manœuvre pour déployer ses plans d'infrastructure et de défense qui vont grosso modo de 1000 à 1500 milliards, c'est monstrueux. Donc, faire avaler ça par le marché, forcément, ça peut aussi impliquer de la pression sur les taux. Donc, bon, nous, on a un vrai problème en allocation de se dire, allons sur les taux pour faire un aspect défensif. D'ailleurs, le 60-40 qu'on évoquait tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça soit aujourd'hui le portefeuille type très intéressant. Donc, on va chercher d'autres types de gestion. Exemple, la performance c'est quoi des absolue, alternatives, par exemple. Et là, je pense que Louis aussi peut en parler parce qu'ils en ont dans leur gamme. Mais la performance absolue, effectivement, que ce soit des long short market neutres, parce que décorréler des tendances de marché. Décorréler des tendances, oui, effectivement, parce que là, on peut s'assurer des profils rendement-risque, même si le risque n'est pas le même qu'un profil obligataire, bien évidemment, mais on peut s'assurer des profils rendement-risque qui peuvent être intéressants pour compenser cette incertitude qu'on peut avoir sur le monde des taux. On parlait du high yield et des spreads, effectivement, qui ont monté fortement sur la dernière partie. Alain a eu raison de le rappeler, on n'est pas comme dans les chocs précédents, mais malgré tout, c'est à suivre. Alors, la dette d'entreprise de bonne qualité peut devenir une alternative à d'un actif souverain sans risque. Alors la dette d'entreprise de bonne qualité... La dette d'Apple ou de Microsoft, ça peut valoir ce que valait la dette américaine il y a quelques temps encore. Aux États-Unis spécifiquement, c'est un autre sujet, parce que ça dépend quel rendement elle rapporte. Parce que finalement, aux États-Unis, un taux à 2 ans qui est quand même assez élevé, proche des 4, faut voir ce que rapporte aujourd'hui une corporate US investment grade. Bon, en termes de risque, je ne suis pas sûr d'aller sur l'investment grade US aujourd'hui. On comprend. Que vont nous dire les entreprises ?
Oui. Non, Oui, c'est non, tout. Toutes les entreprises, une par une. Non, moi, je voulais revenir sur ce que disait Alain et je réponds à ta question. C'est vrai que Alain disait que voilà, le franc suisse, il y a un moment, on ne peut pas aller plus bas, ou plus haut selon le pair trend. Mais voilà, moi je pense que l'euro, ça va être de nouveau le grand gagnant. Clairement, les Allemands étaient là. On a montré l'Allemagne avec le bazooka de 500 milliards, il ne faut pas sous-estimer. Ils se sont mis d'accord hyper vite. Et l'euro va être le grand gagnant. Pour une fois, ça va peut-être être la valeur refuge. Ouais. Et c'est bon pour nous? C'est bon pour les entreprises européennes? oui. Alors, non, mais alors, ça pour parle les des DPA, entreprises. C'est bien. Hein, oui, Alors, pour les ça DPA, permet d'absorber un peu de droits de douane, c'est désinflationniste. Alors c'est désinflationniste, mais ça va tellement vite, parce que rappelez-vous, sur le 4e trimestre, donc qui vient de terminer les publications, le dollar à 1,02, c'était très bon pour les bénéfices par action des entreprises du stock 600, parce qu'elles exportaient beaucoup. Ouais. Maintenant, on vient de passer d'un 0,3 à 1,13. Nous, chez Gay-Lussac Gestion, on pense qu'on peut même monter à 1,20. Donc forcément, ça va avoir un impact négatif sur les bénéfices par action. Je vous rappelle qu'on a, pour l'instant, le consensus est encore à plus 6%. Ça va être fortement révisé à la C'est baisse. pas que l'euro-dollar qui monte, hein. L'euro trade weighted. Ah, l'euro, donc pardon. l'euro a pris 7%, je crois, Ouais, par rapport au GBP, depuis le point bas de La seule devise février-mars. contre laquelle l'euro ne monte pas, c'est ce qu'est la devise suédoise, qui elle, c'est un euro boosté D'accord. x2, quoi. Voilà. Qui est payé à l'euro. Voilà, d'accord. Qui est encore, Ouais. encore plus fort. Le franc suisse a été Le franc suisse, j'ai plus sous les yeux. Mais voilà, bon, le franc suisse a dû progresser face à l'euro quand même. Le franc suisse a progressé face à Ouais, l'euro ouais, parce que ouais, sur ouais. une semaine, le Suisse dollar, le franc suisse s'est apprécié de 8%. Ouais, Oui. ouais. Mais voilà, pour répondre à ce que vont dire les entreprises, je pense qu'elles vont être dans le flou. Donc pour une fois, nous également, qui sommes sur les small et mid cap, on va pas bouder notre plaisir. Hein. Pour une fois, je pense que voilà, les valeurs très locales, domestiques, vont pas être impactées. On l'espère, voilà. C'est l'heure du local. C'est l'heure du local. Ça fait 3 ans que il fallait être exposé aux États-Unis. Pour une fois, si l'euro remonte, en plus qu'à chaque fois quand l'euro remonte, l'Europe surperforme les États-Unis et Oui. les small caps surperforment les large caps. On le Quand voit il pas remonte encore. pour de bonnes raisons, oui, Pour des bonnes effectivement, raisons. c'est une surperformance. Oui, mais là, il y a le bazooka allemand des 500 milliards, l'euro remonte et c'est fait. Et comme disait UBS très justement, c'est que quand l'Europe surperforme les US, qui est assez rare sur les 30 dernières années, c'est sur des périodes de 12-16 mois. Voilà, ça fait 5 mois, on ne va pas bouder notre plaisir. Normalement, on a encore 10 mois de surperformance de l'Europe, surtout si l'euro remonte. Donc, Est-ce que les messages, quand même, enfin, je veux dire, est-ce que les fondamentaux de ces entreprises auront été abîmés ou pas ne serait-ce que pas. Alors, la réalité des tarifs, encore une fois, une réalité très mouvante. On n'a pas encore le point d'atterrissage final, mais surtout ce choc d'incertitude. Est-ce que c'est moins de demande finale? Est-ce que c'est une baisse des capex? Parce que, encore une fois, le plan de Trump doit viser à faire tomber des milliards de capex sur le marché américain. On fait la liste des entreprises qui annoncent des plans de capex aux États-Unis. Est-ce qu'on va avoir là des communications qui vont aller dans ce sens aujourd'hui? Je vous donne ce qui est hyper compliqué. Ça montrait un peu l'euphorie post-Trump qui a duré 2 mois maximum, allez, novembre, décembre, peut-être Ouais. jusqu'à janvier. Forum, Odo, début janvier. Je me souviens. Toutes les sociétés françaises qui étaient exposées aux US, fin d'année, booming. Vous avez vu le luxe, finalement, ça a explosé au T4, novembre, décembre, les Tiffany, les Hermès, tout ça, ils ont explosé. Tout ce qui est lié dans les bateaux, dans le nautisme, on nous dit ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas de carnet. Les carnets de commandes novembre, décembre ont réexplosé à la hausse. Dans le conseil numérique, vous savez, il y a Weston qui a une partie qui fait du conseil IT, qui a une partie aux États-Unis, qui ont dit Accenture, ça repart à fond. Voilà, le problème, c'est que tout ça, c'était les sociétés, on les a vues au mois de janvier, février, c'était fin. Là, en février, mars, avril, tout s'est retourné. Donc pour l'instant, on est totalement dans le flou. Je pense que les bénéfices par action des analystes sont beaucoup trop hauts. Ils sont en train d'être révisés massivement à la baisse en ce moment. Donc là, on va le voir, c'est pas mal les sociétés américaines qui publient cette semaine. Bon, il y a SML, il y a LVMH ce soir. Vous voyez, ça va pas être joli, LVMH notamment dans toute la partie spiritueux. Mais bon, ça à la limite, on le savait déjà. Et clairement, il y avait un bain et c'est l'indicateur de Citi qui disait, c'est la première fois que les révisions à baisse sont aussi violentes. La dernière fois que c'était aussi violent, c'était pendant le Covid. Et on n'a peut-être pas vu encore le bout des révisions à la baisse, Gérald? Je ne sais pas. Alors, Le marché a aussi cette fonction d'anticipation Ouais, et bien sûr. d'ajustement assez rapide. Ça va vite maintenant. Je vais dire un truc un peu provocateur, mais je pense que je ne suis pas le seul à le dire. En fait, je pense qu'on s'en fiche des publications qui vont arriver là. Ce qui importe, c'est les commentaires qui vont arriver. Les discours, hein. Et quand on voit, par exemple, avant la grosse début depuis semaine de publier avec les bancaires vendredi, il y a quelques boîtes quand même qui ont publié aux US, et notamment une qui s'appelle CarMax, dans le domaine de la vente de voitures d'occasion et neuves. Ouais. Et en gros, les résultats n'étaient pas top, ils sont sanctionnés. Et puis derrière, quand on lui demande vos perspectives, ah non, mais là, trop d'incertitudes, je ne peux pas commenter.
boum, encore pire. Et je pense que les vraies choses, et d'ailleurs quand on commence à regarder, avant de venir, je regardais un peu ce que publiait FactSet, et dans les commentaires de FactSet, ce qu'on ne voit pas forcément habituellement, peut-être Louis, vous savez, parce que vous le suivez de plus près au niveau micro, ils mettent maintenant un histogramme des boîtes qui vont communiquer ou pas sur les guidance. Voilà. Et comme un le jeu, ça va être de compter les entreprises qui peuvent ou non offrir une guidance, ne serait-ce que sur le prochain trimestre. Sur les États-Unis, pour finir là-dessus et sur les chiffres en tant que tels, aujourd'hui, ça vient de démarrer, donc c'est un peu tôt. On attend 7,3 en glissement annuel. Et ce que j'ai lu, c'est qu'on devrait tourner autour de 10, donc plutôt des révisions à la hausse. Après, on connaît le jeu des US, on révise avant, donc voilà, effet de base et tout. Mais donc, quand on regarde les révisions sur S&P... Mais c'est beaucoup ou pas, là, ce qu'on a révisé en baisse ? Aux US, pour le moment, ça a été fait au trimestre précédent. Ils ont révisé, mais comme tous les débuts d'année... Mais on attend encore un plus 10 sur l'année Moi, j'ai vu encore, effectivement, des chiffres qui tournaient entre 8 et 10. Effectivement. Mais Louis, comment ça se passe ? Le consensus est toujours très, très en retard. Déjà, il y a le consensus au niveau du PIB. Rappelez-vous, il y a encore un début d'année, on attendait 2 croissants de PIB aux US. Maintenant, on est à 1. Voilà, le consensus met beaucoup de temps à s'ajuster. Sur les BPA, pour avoir des bénéfices par action en hausse cette année, je pense qu'on rêve, que ce soit en Europe ou aux US. Oui, mais comme vous le rappeliez tout à l'heure, avec le rebond du marché américain, on n'est plus qu'en baisse de 9% depuis le 1er janvier. Voilà, donc surtout avec des taux qui ont monté, la fameuse prime de risque n'a pas du tout bougé, elle est beaucoup trop basse. Elle devrait fortement, normalement, s'écarter. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité assez unique de vendre une partie des US et plus pour se réallouer vers l'Europe. On ne va pas bouder notre plaisir. Je suis assez convaincu que la parole des CEO et notamment de Corporate America va un peu se libérer là, dans les calls. Oui, tout à fait. Alors, après, moi je dirais, il y a deux choses. En termes d'allocation, quand le risque augmente sur les marchés, la tendance c'est quand même un peu de réduire les risques ou de se diversifier encore plus. Et c'est vrai que le contre-indicateur de ça, c'est la volatilité qui a tapé 45, 50 très rapidement. 60, ce qui est quand même souvent un signal d'achat. C'est bizarre. Enfin, c'est comme sur l'autoroute. C'est comme sur l'autoroute, quand vous voyez ralentisser, accident, c'est... If you panic, panic first. Si tout le monde a paniqué, c'est le moment d'y aller. C'est ça. Donc ça, c'est contrariant un petit peu. Donc il faut quand même garder à l'esprit que peut-être il y a des opportunités. Moi, je pense que la location, c'est de garder un peu de cash quand même en ce moment. Je pense que ça sert à rien d'aller sur les taux en ce moment, d'aller cliqueter des niveaux de taux. Je pense que ça comporte quand même trop de risques. Donc, garder de la liquidité et garder de l'argent pour des opportunités qui sont là, quoi. Alors après, faut timer un peu le moment d'acheter. Je pense que le small mid, c'est quand même effectivement le côté local qui est quand même intéressant. Puis la devise qui monte, c'est quand même intéressant aussi. Ça limite un peu les coûts pour des entreprises qui importent leurs matières premières d'une manière ou d'une autre. Ça peut jouer favorablement sur l'énergie. À l'inverse des États-Unis d'ailleurs, parce que c'est quand même un pays pétrole. Donc c'est pas étonnant que l'économie américaine soit moins bonne avec un pétrole à 50 qu'avec un pétrole à 80. Il suffit de regarder comment est distillé. Net, entre les gains pour le consommateur et la perte pour les producteurs. C'est un jeu qui n'est pas évident. Et je pense qu'il faut commencer à regarder les émergents. C'est-à-dire qu'on dit l'euro qui bénéficie parce que il peut y avoir de la croissance en zone euro grâce aux Allemands, grâce à tout ça. Donc, et puis je pense que quand même à un moment donné, le plan Draghi, on va le faire. On ne pourra pas faire autrement que de le faire. Donc ça va quand même être bon pour la croissance. Et pareil, localement, il y a des entreprises émergentes, des segments, moi je pense l'Inde et le Brésil, qui sont de bons candidats. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe sur les tarifs, sur les droits de douane de Trump, on ne sait jamais ce qui peut leur tomber dessus, mais ils sont passés un peu au travers de ces braves gens, et je pense qu'ils ont ils ont tellement de retard avec la roupie qui s'est fait démater des années. Il y a quand même, je compare pas la roupie au small et mid cap. N'allons pas là. En termes d'échelle de risque. Mais en termes de sous-performance depuis un paquet de temps, à un moment donné, c'est pas des entreprises qui font rien. Enfin, tout à l'heure, Louis évoquait des entreprises qui font des résultats qui sont valorisés à un prix, c'est même plus un prix de cession, c'est un prix absurde, quoi. Donc, et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises comme ça au Brésil ou en Inde. Pour ceux qui s'intéressent, pour faire un peu de risque, c'est plus intéressant peut-être de faire ça que d'aller faire la énième Nvidia et compagnie, même si c'est des belles boîtes. Gérald, vos commentaires. Et puis l'idée, si on parle un peu investissement, allocation, l'idée out of the US, de profiter peut-être même encore de certains rebonds un peu de globaux des marchés américains pour se rediversifier ailleurs, ça reste encore une option intéressante. Sur le marché américain, là où je rejoins Louis, effectivement, c'est que on a parlé valorisation de façon globale, mais si on met un peu les chiffres, effectivement,
effectivement, les PE du S&P 500, les PER ont diminué, mais on reste quand même sur des niveaux qu'on soit autour de 19, plus ou moins, peu importe quelle métrique on utilise. Ça reste quand même pas donné pour le contexte actuel. Et si on devait retrouver des niveaux de PER de l'ordre de 17 fois, voire un peu en dessous, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire sans compter des éventuelles révisions effectivement à la baisse des résultats, finalement, on n'est encore pas donné, effectivement. Oui. Donc, il y a des raisons valables de se diversifier. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par Louis et également par Alain. En Europe, pourquoi pas dans les émergents, alors de façon peut-être un peu plus sélective et peut-être pas tout acheter n'importe comment aussi. Ça, c'est une logique. Oui. Et puis, de façon plus générale, je pense qu'il faut rester calme. Enfin, nous, chez Fundesis, on a tendance à... le gros de notre clientèle, ce sont surtout des cabinets de gestion de patrimoine. Donc, eux, ils ont des allocations qui ne peuvent pas bouger tous les 2 jours parce qu'ils ont des clients en assurance vie, donc ils ne peuvent pas faire des arbitrages, c'est compliqué. Donc on se doit de les conseiller avec une vision un peu plus long terme. Et donc on leur dit aujourd'hui, il faut rester calme et pas trop bouger les allocations dans un contexte où effectivement on bouge de plus de 2% la semaine dernière, quasiment tous les jours. Donc c'est un peu, on leur donne un peu l'image, imaginez un gardien de but au moment où l'arbitre siffle un penalty. Le gardien de but, il ne va pas sortir de sa cage en attendant, vas-y quoi. Donc nous, on est un peu ce gardien de but, il faut qu'on reste dans la case, même quand il y a une période de stress qui est plus importante. Donc on reste dans la cage et on essaye de faire au mieux. Comme dit mon associé fondateur, on est là pour aider à éviter de faire baisser un portefeuille, mais on ne peut pas éviter de faire baisser les marchés. Non. Donc c'est assez juste. Donc on essaye de faire ça en se diversifiant le maximum. Je suis d'accord aussi avec Alain sur le fait qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit un peu, aller tout sur les taux pour se protéger, c'est peut-être encore, sans mauvais jeu de mots, un peu tôt. Donc, encore un peu d'action, oui. Du monétaire, bien sûr. Et comme je l'ai dit, peut-être un peu de diversification sur des performances absolues. Il nous reste 4 minutes. Petit tour de table sur ce qu'on attend de la BCE. Alors, à l'occasion de la réunion cette semaine, et puis au-delà désormais, est-ce que l'équation est un peu différente? Est-ce que la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne a pu changer au cours des dernières semaines? Je rappelle, avant Liberation Day, on avait encore un débat au sein de la BCE sur l'idée de justifier une pause à l'occasion de cette réunion du 17 avril. Déjà, premier point, cette pause, elle n'a plus aucune justification, là. Non, effectivement. Non. Après, de toute façon, je dirais qu'elle baisse le 17 avril ou à la prochaine réunion. C'est pas tant le sujet. On sait qu'en tendance, la BCE va continuer. Mais c'est bien de le dire, quand même. Non, mais enfin... Disons-le. Non, mais qu'elles le disent aussi. Et qu'elles le disent, effectivement. Mais de toute façon, la tendance, elle est là. À terme, on va avoir des taux, effectivement, courts qui seront probablement autour de 2%. Donc ça, le marché l'a acté plus ou moins. Donc c'est assez bien tracé. Il n'en est pas moins... c'est pas la même chose pour les États-Unis. On en a parlé... On a parlé sur la Fed, là c'est quand même beaucoup plus flou, quoi. Donc pour la BCE, on va dire pour une fois, c'est à peu près clair, je pense. D'accord. La BCE, c'est visible, c'est clair. Eh bien, finalement, ils ont été très critiqués parce qu'ils ont pris leur temps. Et finalement, heureusement qu'ils ont des munitions aujourd'hui. C'est ça. On est bien content. C'est peut-être, on réécrit l'histoire aujourd'hui, mais d'avoir des taux courts aussi élevés et d'avoir des munitions comme ils ont, c'est pas forcément un mauvais calcul d'avoir fait ça aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, on réécrit l'histoire en disant ça. Mais oui, je pense qu'ils vont continuer à baisser les taux. On est tranquille. Mais un peu, beaucoup, parce que 2%, c'est dans 2 baisses de taux, 2%. Si je dis pas de bêtises. D'accord. Je pense qu'ils vont continuer comme ça. Ok. Pas de raison d'aller. Pas de 50 points de base, pas besoin d'intervention d'urgence, pas besoin de. Non, puis c'est pas la peine de. Enfin, faut laisser. Moi, je trouve que. Laisser Trump faire. Laisser Trump faire ses annonces. Non, mais ça peut être une stratégie. Et puis laisser l'euro devenir la vraie monnaie de référence, c'est peut-être pas forcément un mauvais calcul à moyen long terme. Pas suivre le niveau d'agitation que Trump veut mettre un peu partout. Il y a un truc quand même, c'est un truc de base. Pas d'économie puissante sans devise forte. L'euro s'est bien renforcé, oui, sur la Banque Centrale Européenne. Non, oui, je sais pas si. Pour l'instant, ils ont plutôt assez raison, et je pense que là, c'est fait à 95% pour mercredi. Mais ce qui va être assez intéressant, c'est que je pense que pour une fois, elle va pouvoir attendre ce que va faire la Fed. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Fed, selon nous, devrait agir très vite. À cause des problèmes de stagflation, elle ne le fait pas. Et dès que les datas vont être négatifs, la Fed va baisser. Et je pense que la BCE suivra tranquillement parce que la BCE peut remercier les Allemands. Nous, contrairement aux États-Unis... Ça rouvrira un espace à la BCE. Une fois que la Fed sera entrée en action à nouveau, ça peut rouvrir un espace pour la Banque Centrale Européenne. Voilà, mais clairement, si les États-Unis rentrent en récession et que les Fed baissent les taux, la BCE devrait suivre, mais elle ne va pas suivre aussi drastiquement parce qu'elle a commencé un peu en avant. Et surtout, pour la première fois depuis très longtemps, il y a une impulsion
évolution monétaire positive grâce à l'Allemagne, qui n'est plus du tout aux États-Unis. tout à fait. Aux États-Unis, il n'y a plus de fiscal, il n'y a plus de budgétaire, il n'y a plus rien, il y a un taux d'épargne au plus bas, alors qu'en Europe, nous, on a encore notre épargne Covid. Donc voilà, Europe is great again. Bon, très bien. Bon, on restera sur l'Europe. Franchement, c'est Sur l'Europe avec vous. Merci beaucoup, une belle fin. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous pour Planète Marché dans Smart Bourse ce soir. Louis Defels, Gay-Lussac Gestion, Gérald Grande, Fundesis et Alain Pitous, Senior Advisor ESG.